Bonjour. Bonjour Zogzog, bonjour Darwin. Je peux pas vous faire monter encore pour le moment, mais vous pouvez, salut, vous pouvez écrire des messages. Je vais parler des grands défis du 21e siècle qui sont systémiques, comment les comprendre, comment faire partie de la solution. Donc là, je suis en train de faire mes armes sur TikTok pour pouvoir débloquer toutes les options du live qui vont notamment permettre aux gens de monter pour qu'on puisse en discuter de vive voix. Car pour moi, c'est les sujets les plus importants et ils nous dépassent tellement qu'on n'ose même pas en parler. Donc le but, c'est vraiment là non seulement de casser les tabous, mais aussi d'apporter des réponses qui soient pertinentes, qui permettent de guider des choix, des actions qui soient constructifs et qui nous permettent d'aller dans la bonne direction. Parce que là, on ne va pas dans la bonne direction. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, ça part un peu... on va pas au bon endroit. J'ai fait la première heure de live, mais ça, c'est le premier stage et je dois encore faire, a priori, le deuxième stage. Donc là, c'est 3 heures de live. Si j'ai bien compris. Je sais pas comment ça marche, hein. C'est TikTok, bon voilà, c'est les règles, il faut faire avec. Donc du coup, ça me permet de prendre un peu, de m'entraîner avec tout ça. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. En même temps, ça fait un peu le tri. C'est ceux qui en ont vraiment envie qui vont le faire. Donc voilà, bienvenue à ceux qui viennent et à ceux qui partent. C'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. En tout cas, je le répète, on va parler des grands défis systémiques du 21e siècle et je ne peux pas faire monter pour le moment. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que une des clés, c'est d'arrêter de se diviser parce que ce soit les défis sociaux, que ce soit les défis écologiques, que ce soit les défis économiques, ils sont tous interreliés et ils partagent les mêmes causes profondes. Et c'est ces causes profondes qu'on va devoir aller traiter. Mais avant de pouvoir les traiter, il va falloir les reconnaître. Et ça, on n'a pas encore fait ce travail de reconnaissance. Donc, vu que moi, c'est ma spécialisation et mon expertise, c'est de ça que je vais parler. Voilà. En attendant de pouvoir faire monter les gens pour discuter, je parle tout seul de ces sujets-là. En tout cas, bienvenue. Pour ceux qui le peuvent, n'hésitez pas à mettre des likes sur l'écran, ça aide aussi. Je vois qu'il y a beaucoup de gens d'Indonésie ici qui Orang Indonesia, maaf ya, itu kita akan bicara bahasa Prancis di sini. We don't speak English. Yes, we do speak English as well here. We speak French, English, but this live at this moment is going to be in French. However, we are going to talk about global sustainability. And if you want to talk about this right now, you can say yes, and we can engage in a conversation in English as well. But if not, I'm going to keep speaking in French. Donc voilà, merci Zogzog pour tes likes, ça fait plaisir. Zogzog, tu es où en France? Et toi, vu que you don't know about this topic, basically the question we have to ask ourselves is how can we become a sustainable species? How can we function in a way today that doesn't destroy our future? Because as you see right now, it's not doing well. Bonjour hypocrisie, bonjour hypocrisie, chi-moralité, c'est un nom intéressant ça. Ok, bien merci ceux qui sont bienvenus à vous. J'ai une question pour vous, ceux qui parlent français, vu qu'on va rester sur le français parce que je pense que vous êtes plus nombreux. Quel est, dans les grands défis du 21e siècle, quel est le défi ou le problème qui vous fait le plus peur? Si vous pouvez juste me mettre ça, voilà. Est-ce que ça peut être différent pour chacun?
Juste donnez-moi si vous pouvez répondre, ça m'intéresse. Quel est le défi du 21e siècle qui vous fait le plus peur? Ou quel est le gros problème planétaire qui vous fait le plus peur? Et ça n'a pas à être planétaire, même si c'est le problème qui vous fait le plus peur dans notre monde. Ça peut être aussi limited resources. Yes, another day. So the problem is overconsumption of resources. I mean, limited resources means we need to pay attention to our level of consumption. And right now we don't. Right now, the game we are playing is competition for more. And that's suicide on a finite planet with limited resources. So we have to change the program with which we operate. So the problem is not limited resources necessarily, is how we manage these limited resources. And right now, very badly because of that process of competition for more. Donc ok, Zog, pour toi c'est la guerre. Hein. Ouais, très bien. Ouais, donc les conflits géopolitiques, et c'est vrai que là avec l'Ukraine et tout, enfin on voit que ça chauffe. Donc très juste, ça fait partie d'un des grands problèmes de notre monde, c'est qu'on n'a pas réussi à faire la paix. On ne sait pas encore vivre en paix les uns avec les autres. Et donc il y a la guerre qui se rapproche de nos frontières, et comme le dit Hypocrisie aussi, il y a la guerre civile. Salut la lanterne. Désolé, je peux pas te faire monter. Ça va bien et toi? Je m'excuse d'avance, hein. C'est pas que je veux pas, c'est que je suis encore en train de faire mes armes sur TikTok et que TikTok ne me permet pas de vous faire monter pour le moment. Il faut que je fasse 2-3 heures de live tout seul avant que ça ouvre l'option. Ah, tu viens de te réveiller? Bon, bah c'est cool. En tout cas, oui, le problème de la guerre, ça fait partie pour moi, c'est l'un des grands problèmes, que ce soit les conflits ou les guerres, c'est l'un des grands problèmes de notre monde que je mets dans le panier de tous les autres problèmes. Et on va en parler, et là, à votre avis, alors on va partir sur la guerre, c'est un truc hyper intéressant. À votre avis, qu'est-ce qui provoque la guerre? On va essayer d'identifier des causes plus profondes, parce que je sais pas pour vous, mais moi, je sais que pour résoudre un problème de manière effective, il faut en traiter les causes profondes. Alors à votre avis, essayez de mettre dans les commentaires. Qu'est-ce qui crée la guerre? Ah, d'accord. Alors, est-ce que c'est les ressources qui créent la guerre, ou est-ce que c'est les compétitions pour les ressources? Donc, ok. Donc, on a les ressources, le territoire, les injustices. Super. Effectivement. Est-ce que vous voyez d'autres causes de guerre, conflits et intérêts? Yes. Another day. You speak French. Oui, compétition pour les ressources. C'est super intéressant parce qu'on en parlait juste avant Another Day. Et alors, à votre avis, la religion peut rentrer dedans. Et alors, tous ces problèmes, quand on parle de religion, compétition pour les ressources, territoire, conflit de pouvoir, injustice, à votre avis, tous ces problèmes, ils sont séparés les uns des autres ou ils sont tous interreliés les uns avec les autres? Well done, Another Day, for using the traduction, the translator. Alors oui, question que je vous pose, juste petite réflexion rapide. Tous ces problèmes, à votre avis, ils sont séparés les uns des autres ou alors ils sont interdépendants et interreliés les uns avec les autres? Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est intéressant ce que tu dis, Hypocrisie. Je pense que la religion a à voir là-dedans. Tout simplement parce que la religion va séparer et va créer donc des blocs qui sont potentiellement en compétition les uns avec les autres. Surtout quand dans le dogme religieux, il y a une ambition hégémonique. L'ambition hégémonique, c'est-à-dire une ambition de domination du monde. Parce que pour dominer le monde, il va falloir de la ressource. Et donc, on va rentrer en compétition pour les ressources afin de pouvoir accomplir son ambition de domination du monde. Donc, des religions qui ont des ambitions hégémoniques, c'est notamment les religions monothéistes. Elles ont toutes pour vocation de devenir les religions du monde. Le judaïsme a ça. Hein, on est sur une notion de peuple choisi pour ramener la vérité. Le christianisme aussi, bon, sauf que le christianisme, bon, ils attendent le sauveur, et l'islam est aussi considéré comme une religion qui va dominer les autres religions. Et donc, pour propager la bonne parole, pour propager ces dogmes, il faut de la ressource. Donc, c'est pas forcément aussi direct que d'autres mécanismes, mais ça a à voir aussi, de mon point de vue, hein, jusqu'à preuve du contraire. Mais la religion va aussi agir à d'autres... Après, il y a des choses bien dans la religion, il ne faut pas tout jeter.
oui, la religion va aussi créer une entité collective qui sert à justifier la guerre et qui va aussi dire nous on a raison mais tous les autres se trompent et c'est à nous de leur donner de leur imposer cette vérité qui est la nôtre. C'est toujours des choses qui sont toxiques. Pour moi, quelque chose de beaucoup plus sain, c'est de dire ok, on n'a pas toutes les réponses, il faut qu'on apprenne ensemble. De toute évidence, l'univers dans lequel on est nous dépasse. Donc, travaillons ensemble pour le comprendre mieux, afin qu'on puisse faire évoluer les choses dans la bonne direction. Justifier la guerre, c'est effectivement dramatique. En fait, la guerre, surtout à l'époque des armes de destruction massive, surtout à l'ère dans laquelle on est, parce que la guerre peut vraiment amener à notre destruction aujourd'hui. On a des dizaines de milliers de bombes nucléaires, notamment sur la surface de la planète. Il y a les armes biochimiques, il y a maintenant l'intelligence artificielle qui vient. C'est-à-dire que tout ce pouvoir est aussi un pouvoir destructeur, et si on utilise ce pouvoir destructeur les uns contre les autres, on risque de tout faire sauter, tout simplement parce que ce pouvoir destructeur, aujourd'hui, nous dépasse de plus en plus. D'où le besoin de mettre de la sagesse là où on en manque, notamment dans le rapport qu'on a avec les autres et que les groupes ont les uns avec les autres. Oui, et donc il y a tout à fait ce que dit Zog, j'allais dire zigzag. Ce que dit Zog est super important, c'est que l'idée n'est pas de rejeter en bloc tout ce qu'il y a dans les religions. Dans la religion, il y a des choses bien, comme par exemple l'appel à la modération, l'appel au respect de l'autre. Tout n'est pas à jeter. Mais ce qui est bien finalement, c'est pas de l'ordre du religieux, c'est de l'ordre de la sagesse universelle, c'est de l'ordre de la conscience, c'est de l'ordre de la connaissance. C'est les dogmes obscurantistes qui ont besoin d'être remis en question et on n'a pas besoin de tout prendre dans une religion. On peut prendre la part qui est sage et qui nous permet d'avoir des rapports plus humains, des rapports plus adaptés. On peut rejeter le dogme qui nous maintient dans l'obscurantisme. Donc c'est pas la religion, c'est les humains. Les deux sont interreliés, tout simplement parce que la religion est un programme de pensée, est un système de valeurs qui va déterminer, qui va influencer nos comportements. Et aussi parce que la religion est elle-même un produit de l'humain. C'est une création sociale humaine qui sert à structurer nos sociétés, qui sert à nous structurer nous-mêmes. Donc on peut pas dissocier la religion de l'humain. Et il y a d'ailleurs un truc que je remets toujours en question, j'ai horreur d'entendre ça, c'est quand on dit le problème c'est pas la religion, c'est les humains, la religion est parfaite, c'est l'humain qui a des défauts. Mais non, ça n'a pas de sens. La religion, elle a les défauts de l'humain qui l'a créé. Et donc, quand on a des religions qui ont 3000 ans, 2000 ans, 1000 ans, il y a peut-être de la sagesse, parce que les personnes qui ont créé ces religions avaient de la sagesse, mais ça reste de la sagesse d'une époque qui est dépassée. Aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est quelles sont les valeurs, quels sont les narratifs, quelles sont la culture dont on a besoin pour pouvoir fonctionner d'une manière qui soit adaptée et harmonieuse sur la surface de notre planète. Sachant qu'aujourd'hui, on ne le fait pas. Donc on a besoin de faire des mises à jour. Et je dis mise à jour, je dis toujours dans les deux sens du terme. Mise à jour dans le sens mettre à la lumière et mise à jour dans le sens update. Parce que souvent, les récits qui nous animent sont encore inconscients. Et donc, déjà, pour comprendre comment on fonctionne, il faut comprendre les récits qui nous animent, les croyances qui nous ont structurés, etc. Dont les croyances religieuses. J'espère que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire. Yes, tout à fait d'accord avec toi, Nodode. C'est effectivement un système de propagande pour la population et qui va permettre de structurer une identité collective, mais aussi de trouver des ennemis extérieurs quand cette identité collective est remise en question. Pas de souci, hypocrisie, si tu ne veux pas mettre la religion ne pas voir le lien avec la religion, ne le vois pas. Mais je t'invite quand même à y réfléchir. Tu as le droit d'avoir ton point de vue et tu as le droit de ne pas vouloir mettre la religion dans ce panier. Et oui, on oublie le manque de clarté des textes quand on dit que le problème c'est pas l'humain, c'est la religion, et surtout on oublie que le texte a été écrit par qui? Par des humains. Par des humains. Tous les textes que l'on a aujourd'hui ont été écrits par des humains. C'est l'évidence. Donc on ne peut pas, sauf preuve du contraire, décider qu'un texte est parfait en un bloc. Non, il faut pouvoir, pour qu'un texte soit parfait, il faut que ça soit vraiment
parfait dans tous les sens du terme et que ça ne vieillisse pas avec le temps. Quand on regarde les textes qu'aujourd'hui on a sacralisés, on voit qu'ils prennent des sacrés coups de vieux quand même. C'est des textes qui demandent, par exemple, parfois de haïr les non-croyants, de tuer les homosexuels, de se référer aveuglément à l'autorité, d'oublier son esprit critique, d'avoir peur de trucs imaginaires comme l'enfer. Ça, c'est problématique. Quand on se structure psychologiquement sur ce type de croyance, ça fait des dégâts, qu'on le veuille ou non. C'est pas sain. C'est pas sain pour l'esprit, c'est pas sain pour l'humain. Encore une fois, ça ne veut pas dire que on ne peut pas garder ce qu'il y a de juste, ce qui est sage dans ces textes-là, mais il faut faire attention avec tout un tas de choses qui viennent avec, qui sont potentiellement toxiques et obscures. Comment est-ce qu'on définit ce qui est toxique et obscur? Eh ben, on en parle entre nous avec de la connaissance. Notamment comprendre la psychologie. Je parle souvent du trauma, comment on appelle ça, du symptôme traumatique religieux. Il faut savoir que certains textes sont tout simplement traumatisants parce que ça implique des peurs qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas intégrer ou qu'on ne peut que très difficilement intégrer, surtout quand on apprend ça à la petite enfance. Donc il faut faire attention, il faut se préserver un minimum et revenir à des choses qui sont rationnelles et réelles si on veut pouvoir fonctionner d'une manière qui soit adaptée sur la surface de notre planète. Et comment faire ça? En comprenant comment la nature marche, en comprenant comment on marche, en comprenant comment l'univers marche. Et ça, je suis désolé, c'est pas un livre du 7e siècle ou du 1er siècle qui va nous le dire. C'est la connaissance. Et moi, dans la connaissance, j'aime bien parler de transdisciplinarité parce que pour faire ça, on a besoin de philosophie, de science, on a besoin d'anthropologie, de sociologie, on a besoin d'histoire et pas une connaissance qui est en silo, mais une connaissance qu'on mélange, où on va pouvoir extraire une nouvelle substance, mais une connaissance qui va nous permettre de nous comprendre, de comprendre le monde dans lequel on vit, de comprendre pourquoi est-ce qu'on s'entretue encore dans des tranchées au XXIe siècle, alors que ça n'a plus vraiment de sens de toute évidence. Oui, Gabor Maté sur le trauma générationnel. Alors Gabor Maté, Cronoir, vraiment une référence. Il y a aussi Thomas Hübl, qui lui parle des traumatismes collectifs, que je recommande vraiment. Alors lui, il a une approche un petit peu spirituelle, mais quand même, donc il faut un peu pouvoir digérer le vocabulaire qu'il use. Mais Gabor Maté, excellent. Thomas Hübl aussi. Bessel van der Kolk, je crois. Van der Kolk, aussi, qui est très bien. Le trauma générationnel, si on comprend pas le trauma générationnel, c'est hyper dur de comprendre le monde dans lequel on vit. Mais vraiment, c'est des bases pour comprendre pourquoi on fonctionne de la manière dont on fonctionne. Je vais expliquer pour ceux qui comprennent pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les blessures psychologiques, on a tendance à se les passer de génération en génération. Je vais expliquer. Admettons que par exemple dans ma famille, d'ailleurs c'est le cas, dans ma famille, il y a un trauma lié au manque. C'est-à-dire que certains de mes ancêtres, a priori, ont vécu vraiment la misère. Et donc, il y a vraiment une peur du manque. Et cette peur, elle se transmet de génération en génération. Et moi, je suis en train de travailler dessus là. C'est-à-dire que moi, tout petit, ma maman m'a appris ne suis pas tes rêves, choisis la sécurité. Choisis ce qui va te permettre d'avoir un métier. Et bilan, j'ai fait des trucs qui me plaisent pas du tout. J'ai fait une école de commerce. Je me suis retrouvé dans un système de valeurs qui me convenait pas du tout. Et ça m'a fait péter les plombs à 37 ans, quoi. Parce que je me suis tellement forcé dans un truc, je me suis tellement mis dans un moule qui me convenait pas que voilà, ça a fini par faire une crise. Tout ça pourquoi? Parce que on a un trauma dans la famille, qui est un trauma du manque, et que donc on trimballe cette peur. Et donc moi, si j'ai pas d'enfants, mais si demain j'avais des enfants, je ne leur apprendrais pas ça. Je ne leur apprendrais pas à avoir peur du manque. Je leur apprendrais à développer leur confiance en eux, à suivre leurs rêves, à devenir bons dans ce qu'ils aiment pour qu'ils puissent en faire un métier, pour qu'ils puissent en tirer un revenu, et pas du tout à se renier eux-mêmes pour pouvoir rentrer dans des choses qui offrent un emploi et qui ne leur conviennent pas, quoi. Et ça, c'était en plus des choses qui, pour moi, aujourd'hui, j'ai fait une école de commerce. Pour moi, aujourd'hui, ce que j'ai appris à l'école de commerce, c'est déjà périmé, c'est mort. Ça n'a pas d'avenir. Dans le monde qui est en train de disparaître, ça a un avenir, mais dans le monde à venir, ça n'a plus de sens. Moi, j'ai appris à pousser les gens à acheter toujours plus, etc. Et on est en train de dézinguer la planète avec ça. Vous croyez vraiment que ça va durer longtemps?
Non, il va falloir apprendre autre chose. Salut Gilou, désolé, j'ai pas encore fait mes armes, donc tu ne peux pas encore monter, mais j'ai hâte. Attends, je vais voir si je peux te mettre en modérateur de mes lives. Est-ce que c'est possible? Add moderator, voilà, confirm, bim, voilà, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Gilou, je t'ai vu sur le live de Jacques Le Fou avec Cassius, etc. Ça m'a fait super plaisir. Je suis pas monté parce que, mais ça m'a fait super plaisir de vous voir ensemble. Moi, j'adore que des belles personnes qui sont ensemble, l'esprit critique, la remise en question d'un gros dogme. Merci pour votre travail, franchement super. Le manque, c'est quand on n'a pas assez. Tout simplement. Alors là, on parle de ressources matérielles. Donc pour nos ancêtres, le manque, ça peut vouloir dire, ça a été parfois pas assez de nourriture. Bim, t'as des famines. Ça peut être aussi pas assez de ressources pour pouvoir faire face à l'ennemi. Boum, tu te fais envahir, tu te fais coloniser. Ça peut vouloir dire pas assez pour juste avoir un confort de vie qui te fasse te sentir en sécurité ou qui te fasse. Tu sais, on vit dans une société qui est tellement matérialiste qu'on juge les gens sur leur possession matérielle. Et que donc, on considère que les gens qui ne sont pas riches, c'est des sous... c'est comme si on avait un système de caste pas officialisé. Donc ça aussi, c'est hyper blessant, tu vois, quand les gens... quand tu es sans cesse jugé parce que tu n'as pas assez dans ton compte en banque ou parce que tu vis dans un quartier défavorisé, tout ça c'est du trauma et ça peut s'ajouter au manque. C'est des traumas qui sont liés à un manque de ressources matérielles pour pouvoir vivre dignement. Et alors, en plus, c'est compliqué dans une société matérialiste comme la nôtre parce qu'on met tout le système de valeurs sur les possessions et l'argent, etc. Donc, on va considérer que les gens qui en ont moins sont moins intéressants ou moins dignes d'être aimés ou moins dignes d'être acceptés. C'est catastrophique. Donc, ça fait des traumas du manque avec des traumas de marginalisation. J'appelle ça les traumas de séparation dans mon jargon. Et tout ça, ça nous psychologiquement, ça crée des dommages, quoi. Donc, oui, il faut que les croyants critiquent leur texte, mais j'ai envie de dire tous les croyants, pas seulement les croyants religieux. Tu sais, par exemple, le capitalisme aujourd'hui, c'est une forme de croyance, c'est une forme de religion. Et je peux te dire qu'il y a plein de dogmes dans ce système de croyances qui sont hors sol. Donc, il n'y a pas que les religions qui ont besoin de faire une remise en question, c'est tous les croyants. Pour moi, en général, je dis on a besoin de remise en question sur les croyances qui sont nationales, les croyances qui sont économiques et les croyances qui sont institutionnelles. Et dans les croyances institutionnelles, je vais mettre la religion. Et le travail qui est fait aujourd'hui, critique, qui est fait avec les religions, pour moi, c'est un entraînement pour aller plus loin après. Vraiment, hein, parce que là, on est en train de voir utiliser la pensée critique, mettre les contradictions en lumière. Je vous assure que quand on voit les contradictions, par exemple, qui sont mises en lumière sur l'islam, qui du coup obligent les croyants un petit peu, même si c'est difficile, à se remettre en question, on a le même type de contradiction dans le système économique actuel. Je vais vous en montrer une. On dit dans notre système actuel que les ressources sont limitées et les désirs humains sont illimités. Et que donc, le paradigme économique est forcément à gérer de la pénurie. Si c'était vrai que c'était comme ça, théoriquement, on devrait faire gaffe avec nos ressources. Or, si on regarde comment le système économique actuel fonctionne, il nous bombarde de pubs sans cesse pour qu'on consomme toujours plus. Est-ce que c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer de manière efficace des ressources limitées ? Non. Et alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les désirs humains sont illimités. Mais de quoi ? Moi, j'ai envie d'être pépère dans ma vie. J'ai pas envie de courir après un truc qui va jamais me satisfaire. Non, j'ai besoin de pouvoir bien manger, de pouvoir bien me loger, d'avoir une vie qui a un sens, de pouvoir me réaliser dans la vie, mais tout ça c'est pas illimité. J'ai pas besoin d'accumuler toujours plus de possessions et de je ne sais quoi, de choses qui ne servent à rien. En fait, la notion des désirs illimités, elle vient pour moi d'une addiction qui est justement liée à ces traumas dont on parlait, dont le trauma du manque. En fait, on a tellement vécu dans le manque, qu'on n'a tellement pas pu satisfaire pendant des siècles et des siècles ce dont on avait envie, qu'on s'est mis dans la tête qu'en fait on en voulait toujours plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On le voit aujourd'hui, on dégueule de produits de consommation et on n'a jamais été aussi malheureux.
Vous regardez, il y a une crise de la santé mentale aujourd'hui en Occident qui est grave. Le niveau des dépressions, il est au plus haut. Les gens sont stressés. Donc il faut arrêter, c'est du délire. Ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de sens parce que les croyances de base sont fausses. Quelle alternative au capitalisme? Il y en a plein. Alors je te donne ceux qui me viennent comme ça. Il y a le donut économique qui a été conceptualisé, qui est vraiment conceptualisé pour pouvoir intégrer à la fois les limites écologiques et les limites sociales. Il faut savoir que quand on est au-delà de ces limites, le système ne peut que s'effondrer, soit revenir dans les limites, soit s'effondrer, donc c'est hyper important. Il y a le modèle de la décroissance aujourd'hui, qui est vraiment, faut pas le prendre genre l'idée c'est de décroître. Non, l'idée c'est de sortir de la croissance du PIB comme modèle de développement et d'aller vers un modèle qui priorise le bien-être, la satisfaction de nos besoins plutôt que l'accumulation de toujours plus de profits et de croissance. Il y a l'économie régénérative, il y a l'économie du bien-être. Donc il y a tout un tas de nouveaux modèles qui ont été conceptualisés par des spécialistes. Le truc, c'est qu'on entend très peu parler dans les médias et dans les politiques. Pourquoi? Parce que ça challenge le status quo, ça les fout tous dans la merde, parce qu'ils sont tous dans l'ancien paradigme avec leur mode de pensée, et ça fait des décennies qu'ils nous disent c'est ça qui va marcher. Et voilà, on est obligé d'aller chercher ces informations et de les rendre publiques. Ça fera aussi partie de mon travail. Alors pour moi, ressources limitées ou illimitées? Alors limitées sur notre planète, illimitées quand on va devenir une espèce interplanétaire, si un jour on le devient. Enfin en tout cas, on n'aura pas limite. On a quand même une galaxie avec des centaines de milliards d'étoiles et puis un univers avec des trillions de galaxies. Donc c'est pas comme s'il n'y avait pas un problème de limitation de ressources en termes universels. Il y a un problème de limitation de ressources sur notre planète. Et aujourd'hui, on ne sait pas aller chercher les ressources ailleurs. Donc si là, on est dans la compétition toujours plus sur notre petite planète, on va la dézinguer. Et c'est pas de bol parce que notre petite planète, c'est ce qui nous permet de vivre. Tu vois, moi, l'air qu'on respire là, c'est parce qu'il y a des écosystèmes. Tu vois, c'est parce qu'il y a des arbres, il y a des plantes qui permettent que cet air soit disponible pour que je puisse vivre. Donc quand on dézingue ça, on se dézingue nous-mêmes. Tu sais, ils disent souvent il faut sauver la planète. Mais non, c'est débile, il faut pas sauver la planète. La planète, elle va bien, elle survivra à l'humain. Par contre, l'humain, lui, ne survivra pas à sa bêtise s'il continue comme ça. Donc voilà. Donc ressources limitées sur notre planète, pas de problème de limite quand on commence à se développer. Mais on va pas se développer si vite. Et j'ai envie de dire, si on n'est pas capable d'intégrer les limites d'une planète, je pense pas qu'on va qualifier pour se développer dans l'univers, quoi. On va se dézinguer avec notre pouvoir technologique. Il faut un minimum de sagesse en tant qu'espèce. On n'a jamais eu. Ce qu'il faut comprendre aussi, hein, je pars dans les trucs un peu loin. Mais du coup, je suis les commentaires. Ce qu'il faut savoir c'est que la problématique de l'intégration des limites planétaires, c'est une problématique du 21e siècle. L'humanité n'a jamais eu à prendre en considération les limites planétaires. Jusqu'à maintenant, on pouvait se gaver, c'était nos limites. Sauf que, à force de se gaver et de faire la compétition plus, et puis d'augmenter en population mondiale, là, on est en train de dépasser toutes les limites. On voit le résultat, surconsommation des ressources, perte de biodiversité, changement climatique, pollution de l'air, de l'eau, des sols, destruction des écosystèmes. Bon, si on continue sur ce schéma-là, on va se planter. On va se planter comme des daubes. Et en plus, il n'y a pas que le problème écologique, il y a l'augmentation des inégalités sociales, il y a la dette financière qui est d'ailleurs est une convention sociale, mais qui est en augmentation constante. Il y a cette culture de l'individualisme exacerbé qui se propage partout et qui fout bien la merde parce qu'on a besoin de collaborer et puis qu'elle propage c'est chacun pour soi. Il y a la politique court-termiste, le consumérisme, les tensions géopolitiques. Bon bref, tout ça c'est un panier. Quand tu mets tous ces problèmes ensemble, tu t'aperçois que ça va mal se passer si on gère pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière tous ces problèmes, il y a des schémas de fonctionnement humain. Et ces schémas de fonctionnement humain, ils découlent de nos croyances, en grande partie, et derrière les croyances qui posent problème, de par les travaux que j'ai faits, il y a beaucoup de peurs et de blessures qui appartiennent au passé. Ça, aujourd'hui, c'est dans l'inconscient, on n'en a pas encore pris conscience. Tant qu'on ne l'aura pas mis en conscience, on ne pourra pas travailler dessus. Une partie de mon travail, c'est de participer à cette mise en conscience en essayant de mettre des mots simples, de vulgariser quelque chose qui a toujours été perçu comme très complexe. J'ai passé des dernières années de ma vie à étudier ce sujet, donc j'ai des éléments intéressants à donner et j'espère que ça sera enrichissant pour tout le monde. J'ai pas suivi. Alors,
Est-ce que c'est pas une idéologie néolibérale qui met la possession au cœur de l'identité? Si, c'est ça. C'est le rêve américain, si tu veux, qui est aujourd'hui en train de tourner au cauchemar sur la planète. Parce qu'il a jamais été pensé pour l'époque dans laquelle on est. Je veux dire, le rêve américain, c'était voilà, c'était les années 50, c'était la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait reconstruire, les gens étaient stressés, ils avaient besoin de décompenser dans la consommation, forcément, bon, il y avait eu quelques millions de morts, mais bon, oui, ça a marché quelques décennies, sauf que, bon, bah là, on voit que ça fait péter toutes les limites, et que le truc, en fait, bah, oui, c'est un rêve. Le principe d'un rêve, c'est de se vivre quand on est endormi. Bon, bah maintenant, c'est l'heure du réveil, quoi. Parce que le rêve, il tourne vraiment au cauchemar dans la réalité. La sphère de Dyson n'est pas pour demain. Moi, je sais pas ce que c'est la sphère de Dyson, donc je ne peux pas répondre à ce commentaire. Alors, do you think the end of the world is more likely than the end of capitalism? Non. La fin du capitalisme, oui, la fin du monde, non. Par contre, la fin du capitalisme peut être provoquée par un effondrement systémique. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, le monde continuera d'exister, ça veut dire que nous, en tant qu'humains, on peut se faire très très mal. Et vraiment, j'aimerais éviter ça. Chaque pays et chaque région sont confrontés à des problèmes différents, d'où la complexité. C'est vrai, Gilou. Par contre, là où c'est game changing, c'est quand on comprend que tous ces problèmes sont interreliés, sont pas séparés les uns des autres et qui partagent les mêmes causes communes. Donc ça, c'est vraiment le travail de mise à jour que je vais faire parce que tant qu'on est dans ces problèmes différents et d'ailleurs, comme on le fait aujourd'hui, qu'on les oppose les uns aux autres, on peut pas s'en sortir. Par contre, quand on commence à les voir comme interreliés avec des mêmes causes communes, là, on commence à avoir des leviers pour le changement. Le truc, c'est que c'est nous, c'est notre rapport au monde, et donc on a besoin d'évoluer là-dessus. Ça veut dire évoluer dans nos schémas de pensée, évoluer dans nos priorités, évoluer dans nos valeurs, etc. Et le travail doit commencer par nous-mêmes. On peut pas espérer que aujourd'hui, par exemple, ce soit les hommes politiques qui apportent des solutions à ça, parce qu'ils font intégralement partie du problème. Ce sont des produits du système. Y aura-t-il une rediff YouTube? Eh ben écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Seulement là, je suis un peu en impro freestyle, hein, donc pour moi, c'est pas très structuré comme dialogue, mais pourquoi pas? Si vous le voulez, je pourrais faire une rediff YouTube. J'ai une chaîne YouTube que j'utilise très peu, mais ouais, pourquoi pas la mettre dessus? Ça me coûtera pas grand-chose. Alors, je suis pas sûr qu'il le veuille, il a quand même annoncé la fin des temps. Qui a annoncé la fin des temps? Bah écoutez, je prends votre conseil, je le rediffuserai sur YouTube, mais je vais en parler tout le temps dans mes lives. Donc là, vraiment, et je vais essayer d'en parler de manière beaucoup plus structurée. Et puis surtout pour ceux que ça intéresse, mais ça, voilà, moi je propose des conférences là-dessus, des ateliers, même des formations hyper poussées. Donc oui, là vraiment, je suis en train de faire un truc en freestyle. Comment devenir une espèce multiplanétaire avec la décroissance? Mais la décroissance, c'est sortir du PIB et avoir une économie du bien-être. Ça n'empêche pas de faire des fusées pour aller explorer l'espace. C'est simplement le but, c'est d'arrêter de gaspiller les ressources comme on est en train de le faire aujourd'hui. En plus, non seulement on gaspille les ressources, mais on fout notre merde partout et on détruit les écosystèmes. Enfin bon, c'est complètement con. Moi, je suis à Bali, je peux vous dire, je le vois, c'est dramatique qui se passe. C'est vraiment dramatique. La collapsologie, c'est un super domaine d'étude. Il faut pas en faire une religion. Il faut pas s'enfermer dedans. La collapsologie, c'est comprendre les dynamiques d'effondrement des sociétés. Ça permet, et vu qu'on est dedans, ça permet un peu de comprendre ce qui se passe. Par contre, là où ça peut devenir dangereux, c'est quand on en fait une religion et qu'on dit que l'effondrement devient inéluctable. Parce que là, pour le coup, on en fait une croyance autoréalisatrice, une prophétie autoréalisatrice. Donc, comprendre les dynamiques de l'effondrement, c'est bien pour pouvoir anticiper et surtout éviter la casse. Si c'est pour aller dedans en se disant qu'on a compris qu'on allait dedans, ça sert à rien. Alors après, moi, je vais pas vous dire ce qui va se passer. Ça va dépendre des choix individuels et collectifs qu'on fait. Là, pour le moment, ça pue le roussi, mais pas parce qu'on peut pas résoudre le problème, principalement parce que individuellement et collectivement, on refuse d'y faire face. On est vraiment, pour moi, le gros problème, c'est un problème de déni collectif. C'est pour ça que je veux aussi parler de ça, pour qu'on sorte un peu
Oui, Allah a annoncé la fin des temps. Oui, oui. Écoutez, je veux dire, la Bible a annoncé la fin des temps. Honnêtement, pour moi, c'est pas une prédiction très impressionnante. La Bible nous dit multipliez-vous, croissez et puis consommez. La planète est pour vous. Prenez, prenez. Ben oui, c'est normal que dans cette dynamique, on va se planter. C'est comme si je vous disais ferme les yeux, marche tout droit et tu vas te prendre un mur. Est-ce que ça fait de moi un devin? Ben non, ça fait de moi quelqu'un qui a un minimum d'intuition, tu vois. Donc moi, ça m'impressionne pas ces trucs-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la fin des temps, on en parle souvent comme la fin de tout. C'est pas la fin de tout. Hein. Si demain l'humanité vraiment elle déconne et qu'elle se détruit par sa bêtise, par un mélange d'inconscience et de progrès technologique, c'est pas la fin de l'univers. Hein. C'est la fin d'une espèce intelligente sur une planète qui fait partie d'un système solaire parmi des milliards d'autres sur une galaxie parmi des trillions d'autres. Mais le monde, il continue de tourner sans nous, les gars. Nous, on est tellement égocentrés, on croit qu'on est le centre de l'univers et que le jour où nous, on disparaît, il n'y a plus rien. Mais non, c'est juste la fin de l'expérience humaine. Mais l'univers, il continue donc bon, l'idée, c'est de pas se détruire parce qu'on est inconscient, c'est de prendre conscience de ce qui est en train de passer et de faire les changements qui s'imposent pour qu'on ait un avenir qui soit désirable et soutenable. C'est possible, ça demande de nous réveiller. Parce que là, on est un petit peu assoupi, on est un petit peu en autopilote. Il serait bien qu'on prenne un peu conscience de ce qui se passe sur la surface de notre planète, pourquoi ça se passe et comment on peut le changer. Alors, mais ça demande de commencer par soi. Parce que si celui qui ne le comprend pas ne peut pas le faire comprendre à l'autre. Donc la première personne qui doit le comprendre, c'est d'abord soi. Et que ceux qui comprennent mieux que les autres, aident les autres à le comprendre pour qu'on puisse tous le comprendre et faire les changements qui s'imposent. Parce que là, on a besoin quand même d'une prise de conscience collective. C'est pas 5 mecs qui ont compris dans un grenier qui vont changer le monde. Il faut qu'ils puissent partager cette connaissance. Ça tombe bien, on a les réseaux sociaux, je m'attendais pas à venir sur TikTok, mais bon, à force de me prendre des murs avec les tenants du système institutionnel, économique et politique, je vais partager mon message là où je vais, parce que franchement, ça fait longtemps que j'essaie de travailler avec les tenants du système. Moi, mon discours, ils ont du mal à l'entendre, quoi. Donc, en fait, ils veulent pas l'entendre. Parce que ça remet en question leur plan de carrière, ça remet en question leur business model, ça remet en question leur discours politique, ça remet en question leurs normes institutionnelles. Bah oui, effectivement, on a besoin d'une remise en question profonde et ça commence par nous, les gars. Donc voilà, c'est bien si je mets des mots sur ce que tu penses. Moi, en général, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est en théorie, si je fais bien mon travail, je vous apprends rien de nouveau. Je vous reconnecte seulement avec ce que vous saviez au fond de vous, mais n'étiez pas capable d'exprimer. Sinon, c'est que je fais peut-être pas un super travail, parce que voilà, en bout de ligne, moi, la connaissance que j'ai développée, elle est super intuitive. Elle est vraiment super intuitive et je pense que c'est quelque chose de plutôt universel. Mon travail, je fais de la recherche et de l'éducation transdisciplinaire sur la transition soutenable. C'est-à-dire, en gros, mon travail, c'est de comprendre comment on peut devenir une espèce soutenable, une espèce capable d'intégrer ses limites, une espèce capable de vivre en harmonie avec elle-même, la nature et l'univers. Et donc, mon travail implique de comprendre pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque et comment on peut le débloquer. Donc, je fais ça depuis 5 ans à plein temps maintenant et j'ai déjà raconté mon histoire, j'ai dû traverser des trucs hyper durs pour pouvoir le faire parce que c'est un travail qui est psychologiquement et émotionnellement qui met vraiment au défi. Pourquoi? Parce que avant de pouvoir simplifier les choses comme je le fais avec vous, moi j'ai dû me confronter à des éléments de réalité qui sont ultra dérangeants, quoi. Et vraiment, j'en ai pris plein la tronche. Après, une fois qu'on a digéré l'information, on peut la partager d'une manière qui est plus simple. Mais j'ai dû digérer des trucs qui étaient vraiment indigestes, c'était pas facile. Voilà. En tout cas, ça m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Et moi, c'est un travail de cœur, quoi. C'est un truc, comment dire, tout petit, j'en aurais rêvé. L'IA dans tout ça, l'IA, c'est une épée à double tranchant. C'est-à-dire que si on utilise l'IA pour nous aider à évoluer, pour nous aider à nous émanciper,
pour vraiment en soutien de l'humanité et de la vie sur Terre, c'est un super outil. Si on utilise l'IA avec des ambitions de domination, d'exploitation, de rivalité, c'est un truc ultra destructeur. Donc l'IA, c'est vraiment comment on va l'utiliser et comment on va la programmer. C'est un outil super dangereux. Vraiment, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les gens qui ont un ego surdimensionné comme ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Donc là, il faut faire vite parce que vraiment, même l'IA tout seul, même s'il n'y avait pas tous les problèmes économiques, écologiques, sociaux qu'on a aujourd'hui, même l'IA tout seul, ça serait un danger aujourd'hui. Et là, tu as l'IA qui arrive, alors qu'en plus, on est en train de tourner, de faire n'importe quoi. Et voilà, on programme un truc avec une intelligence ultra développée, mais pas de conscience, pas d'empathie. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ultra dangereux. Imaginez, pour dire l'IA, imaginez que voilà, le Troisième Reich aurait accédé 80 ans avant tout le monde à l'intelligence artificielle. Tu vois le danger? Tu vois le danger? Pourquoi? Parce que les mecs sont complètement en mode on va dominer le monde et on va niquer tous ceux qui s'opposent à nous. Et on est les meilleurs, on est le peuple élu. Ce que je suis en train de te vulgariser, c'est un petit peu la psychologie des élites aujourd'hui. Hein. Donc ça pue le roussi. Mais bon, les élites, c'est même pas 1% de la population mondiale. Ils n'ont le pouvoir que parce que les 99% acceptent de les suivre et se soumettent aveuglément à tout ce qu'ils à leurs normes. Donc à nous de reprendre nos pouvoirs. Hein. Les systèmes au pouvoir ne le sont que par l'acquiescement des peuples. Hypocrisie, moralité, c'est quoi ta religion? C'est quoi ta religion? Et pourquoi tu lui fais confiance? Alors je sais que je te demande beaucoup en commentaire. Ouais, c'est chaud en commentaire. Mais si tu lui fais confiance, écoute, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ta religion, elle te permette d'être une meilleure personne. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette meilleure personne, ça doit être sur des critères universels, pas sur un dogme, tu vois, parce que je te donne un exemple. Pour un musulman, par exemple, tuer un apostat, ça peut être une bonne personne. Parce que c'est faire la volonté de Dieu, et c'est peut-être permettre à cet apostat, parce qu'il paye de son apostasie ici-bas, d'être qualifié pour le paradis. Donc tu vois, c'est problématique. Parce que d'une bonne intention, en fait, ça fait quand même un meurtre, tu vois. Donc moi j'ai envie de dire, essaye un maximum de te caler sur des valeurs universelles. Et pour moi, les valeurs universelles, elles sont simples. Prends soin de toi, prends soin des autres, prends soin de la planète sur laquelle t'es. Inconditionnellement de leurs croyances. Quand je parle des autres, c'est inconditionnellement de leurs croyances. Donc voilà. Et surtout, oui, ne reste pas passif. Pour moi, le paradis, c'est pas un bonbon qu'on reçoit parce qu'on a bien obéi à la fin de sa vie. Le paradis, c'est un truc qu'on doit faire ensemble sur cette planète. Parce que franchement, moi, ça commence à bien faire d'être sur un truc qui ressemble au purgatoire. Tu vois? Surtout qu'en plus, on pourrait mieux faire. Donc plutôt que d'attendre le paradis, apprenons, et je dirais le paradis, il est peut-être pas, c'est peut-être le cap à avoir. C'est comment est-ce qu'on fait de notre vie, de notre espace de vie, un truc bien épanouissant, apaisant, plutôt qu'un truc malsain où on est stressé, où on se fout les uns sur les autres. Tu vois, ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant comme dynamique que comment est-ce que je suis un dogme religieux du 7e siècle pour rentrer dans un paradis après ma mort. Sauf qu'en fait, je sais même pas s'il existe vraiment. Je fais un acte de foi. Et surtout qu'en plus, le truc ne fait pas sens. Vraiment, hein, le truc ne fait pas sens. C'est-à-dire qu'un Dieu miséricordieux qui envoie les gens brûler en enfer pour l'éternité, pour moi, il est déjà plus miséricordieux du tout, quoi. Surtout qu'en plus, on voit que les gens aujourd'hui sont ultra inconscients. En général, ils font, voilà, c'est pas comme si on avait toutes nos capacités cognitives, une intelligence émotionnelle qui nous permettent de faire des choix conscients. Aujourd'hui, on est encore hyper animé par des choix inconscients. Donc, être puni de l'enfer parce qu'on a fait des mauvais choix, c'est tout sauf de la miséricorde, quoi. Je dirais même, c'est le plus haut niveau de psychopathie. Bon, bref.
franchement, mettons de la connaissance, mettons de la conscience, mettons de l'empathie, plutôt que de suivre des dogmes. Et si quand on met de la conscience, de l'empathie et de la connaissance, eh ben, on s'aperçoit que certains de ces dogmes, finalement, sont pas si mal, eh ben, très bien. Mais ne partons pas du principe qu'ils sont parfaits. Ne leur donnons pas la vérité absolue sans vérifier, quoi. Enfin bref. Donc on a du boulot. On va pas s'ennuyer. Le 21e siècle, ça va bousculer dans les chaumières. Les chaumières, c'est à l'intérieur de nous aussi. Et donc il vaut mieux qu'on se tienne par les coudes un maximum. Parce que là, je sais pas si vous avez attendu le pilote, mais il a dit attachez vos ceintures, on va passer une période de perturbation. Et je peux vous dire que ça va bien secouer, quoi. Donc voilà. Donc soyons justes, et justes dans le sens bienveillant, parce qu'on va avoir besoin de ça. Oui, c'est super important que tu respectes le choix de tout le monde et que tu juges personne, hypocrisie. Mais tu vois, c'est marrant parce que l'hypocrisie, c'est que toi, tu fais un choix juste, tu fais un choix humain, tu fais un choix conscient, mais malheureusement, il semblerait que le dogme que tu suis, il a pas ta sagesse. Parce que lui, pour le coup, il respecte pas les choix et il juge un peu tout le monde. Moi, tu sais, j'ai souvent l'habitude de dire un truc, c'est le jugement commence où la compréhension s'arrête. Parce que moi, plus je comprends les gens, moins je les juge. Ça veut pas dire que j'accepte tout ce qu'ils font. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs sur lesquels je m'opposerai. Mais plus je comprends les gens, moins je juge, parce que plus ce qu'ils font, c'est normal dans leur paradigme. Et leur paradigme, ils l'ont pas forcément choisi. Ils l'ont souvent hérité, ça a été souvent inculqué, et voilà. C'est plus du manque de conscience qu'une nature profondément mauvaise, quoi. Est-ce que mon projet a besoin de financement? Oui, aujourd'hui, c'est moi qui finance. Ça fait plus de 5 ans que je finance. J'ai eu des très bonnes positions. Donc j'ai mis beaucoup d'argent de côté, parce qu'en plus, j'ai jamais été matérialiste. Mais rapidement, j'ai besoin de financement. Après, moi, franchement, j'aimerais être payé pour mon travail. J'ai pas envie de demander des dons, etc. Je pense que j'offre des super formations, j'offre des conférences qui sont super intéressantes, j'offre des ateliers qui sont vraiment bien. J'ai envie que ça soit ça qui paye, et non pas de dépendre comment on appelle ça, de donations, etc. Une autre chose aussi, contrairement à de nombreuses associations, moi, mon organisation, notre rêve, c'est de devenir obsolète. C'est-à-dire de résoudre le problème et que ce qu'on a monté devienne complètement inutile. Je dis ça parce que le problème qu'on a dans notre système, c'est que en fait, toutes les associations qui aujourd'hui existent, elles dépendent de leurs problèmes pour subsister financièrement. Et donc, elles n'ont pas d'intérêt financier à vraiment résoudre le problème. Et ça, c'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Nous, on s'en fout de ça. Le problème, c'est quand même un problème existentiel. On veut le résoudre, et surtout, on veut que ça soit fini. Je fais des formations sur la soutenabilité mondiale. Donc, comment faire partie de la solution. Donc, comment comprendre la crise systémique à laquelle on fait face. Comment comprendre ses causes profondes et ses solutions. Et comment se mettre en mouvement en tant qu'humain, en tant qu'individu, pour pouvoir amener les choses dans la bonne direction. Donc voilà. Oui, c'est ce que j'ai dit, ouais. Le jugement commence lorsque la compréhension s'arrête. Si j'ai besoin de le réexpliquer, je le réexplique. Je tiens à expliquer. C'est pas parce qu'on comprend quelque chose, qu'on est forcément obligé de l'accepter. Tu vois, par exemple, quelqu'un peut m'agresser dans la rue, et je peux voir tout de suite, en le regardant, que c'est quelqu'un qui souffre de pauvreté, qui souffre de problèmes psychologiques, et qui va vraiment pas bien. Je vais comprendre ça. Ça veut pas dire que je vais laisser le mec m'agresser. Je vais tout faire pour le neutraliser. Mais par contre, j'aurais quand même compris d'où vient l'agression. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de haine dans ma réaction. Il y aura tout simplement un schéma de survie pour pouvoir neutraliser la menace. C'est hyper important.
parce que pour le coup, il n'y a pas de diabolisation, il n'y a pas de déshumanisation de l'autre quand on le comprend. Il y a une réhumanisation de l'autre. Et ça, c'est hyper important, parce que si vous regardez notamment, on parlait de guerre tout à l'heure, il n'y aurait pas de guerre sans déshumanisation de l'autre camp. Ou en tout cas pas dans la nature dont elles sont aujourd'hui. Je donne un exemple. Par exemple, sur le champ de bataille en Ukraine, les Ukrainiens appellent les Russes les orques. Les orques, c'est de la déshumanisation. Alors ça leur permet peut-être de presser la détente, parce que sinon ça serait beaucoup plus dur. Mais ça prouve quand même qu'en bout de ligne, cette déshumanisation, elle prouve quelque chose d'intéressant. Elle prouve qu'on est des êtres empathiques. Et que si on déshumanise pas l'autre, en fait, on va avoir du mal à le haïr. Et parfois, malheureusement, on se sert encore de la haine pour pouvoir déployer nos pouvoirs destructeurs. Mais ça va se retourner contre nous si on continue à le faire. En tout cas, c'est mon point de vue. Et si quelqu'un a quelque chose de plus intelligent, de plus sage à proposer, je l'accepterai avec plaisir. Mais pour moi, cette haine, cette déshumanisation, elle est le fruit de l'ignorance et de la peur. Et elle n'aboutit à rien de bon. Elle aboutit à rien de bon. Et on le voit tous les jours aujourd'hui. Ce qui se passe, les massacres qui se passent à Gaza, c'est parce que de l'autre côté, on a déshumanisé les Palestiniens, les Gazaouis. Et c'est malheureux, hein. C'est malheureux. C'est vraiment dramatique parce que pour le coup, faut vraiment se mettre un voile devant les yeux pour pas voir des êtres humains, quoi, qui sont dans une douleur pas possible, qui sont humiliés, qui sont en souffrance. Il faut vraiment se raconter une histoire pour pas voir ça. Et ben malheureusement, on se raconte encore des histoires. Et voilà ce qui se passe. Non, non, mais moi j'aime pas l'utopie. Pour moi, la réalité c'est hyper important. Après, je tiens aussi à préciser ce qu'est l'utopie parce que c'est souvent mal compris. L'utopie, pour moi, ce n'est pas une destination, c'est le cap à avoir. Ouais, si on met l'utopie en destination, c'est mort. On sait qu'on s'est trompé déjà. C'est pas possible. Le monde parfait n'existera pas. Nous, les humains, on est par nature, on est imparfait. Et j'ai envie de dire, le jour où on est parfait, il n'y a plus de libre arbitre. Il n'y a plus qu'un choix à faire, c'est le choix parfait à chaque fois. En gros, on va se faire chier rapidement, quoi. Mais donc par contre, l'utopie, le monde parfait, c'est un cap qu'on doit avoir, sachant que on ne l'atteindra jamais, mais on peut toujours s'en rapprocher plus. Vous trouvez si normal? Mais bien sûr que c'est pas normal ce qui se passe à Gaza. C'est une tragédie. C'est une tragédie. Mais elle n'est pas surprenante. Elle n'est pas surprenante au vu de ce qui est nourri de part et d'autre. Donc elle est à la fois complètement inadmissible et à la fois compréhensible. Et c'est ça qui est encore plus tragique, j'ai envie de dire. Parce qu'en bout de ligne, ce qui se passe à Gaza, pour moi, c'est avant tout un problème d'ignorance, un problème de peur, un problème d'inconscience. Et ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur qu'on en soit encore là. Qu'on se soit mis des voiles tellement épais devant les yeux qu'on n'en voit plus l'humanité. Qu'on ne voit plus l'humanité. Peut-être je dirais même qu'on l'a sûrement jamais vue encore. On commence tout juste à la distinguer. Mais ceci dit, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est ce qui se passe à Gaza. C'est pas nouveau, malheureusement. C'est ce qui s'est passé pendant des siècles et des siècles dans nos rapports humains. Simplement, aujourd'hui, on n'en peut plus. Aujourd'hui, on trouve ça inadmissible. Mais pendant des siècles et des siècles, c'était normal. Conquérir un territoire, massacrer la population, violer les femmes, c'était courant. Faut pas dire que voilà, on est dans une barbarie qui tombe du ciel. C'est simplement nos instincts de survie primaires qui se sont perpétués jusqu'à maintenant. Donc prenons-en conscience. C'est pas nouveau, mais ça doit s'arrêter maintenant. On a les connaissances, on a les outils, on a tout ce dont on a besoin pour pouvoir arrêter cette folie destructrice. Et j'irais même plus, si on ne l'arrête pas, c'est elle qui va nous arrêter. Parce qu'on va se faire péter la rondelle avec tout ce qu'on a. Vous comprenez? Mais vraiment, il est important de comprendre que c'est pas nouveau ça. Et tu regardes juste dans je te donne juste un exemple, hypocrisie, mais regarde juste l'histoire du prophète.
C'était lui, il dormait, il y avait l'ange Gabriel qui lui parlait, qui lui disait t'as pas fini de conquérir les territoires. Il se réveillait, il allait attaquer une autre ville, il massacrait tout le monde, femmes et enfants esclaves. Tranquille, ça passe crème. C'était normal au 7e siècle. Aujourd'hui, tu dirais mais mon gars, oublie, c'est fini ça. Bah oui, on a évolué. C'est pas vrai. Si, je t'invite, je pourrais même aller chercher la dite si tu veux, je te laisse regarder. C'est l'histoire de Shafiya, vient de là. Hein. Donc Shafiya, c'est une des femmes du prophète, mais ça a été, avant d'être une femme, ça a été une esclave. C'est juste qu'elle était très très belle et que donc le prophète se l'est gardée pour lui. Mais c'est, en fait, Shafiya, comment dire, ses congénères ont été massacrés. Dans une ambition hégémonique du prophète, c'était une tribu juive, et les femmes et les enfants de cette tribu, de la tribu de Shafiya, ont été pris en esclaves. Et simplement, le prophète l'a mariée parce qu'elle était super. C'est Safiya, je crois. Safiya, S-A-F-I-Y-A. Vous pouvez les voir dans la Sunna. Mais hypocrisie, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est normal. C'était comme ça que ça se passait à l'époque. Le prophète, il vient de cette époque. C'est pour ça que je dis qu'il faut réhumaniser ces textes, comprendre que ça vient d'humain, quoi, qui n'était pas parfait, et qu'il faut arrêter de mettre tout ça au-dessus de tout. Vous imaginez le culte de la personnalité, quand même, dans l'islam? J'ai l'impression que, l'islam est pour les musulmans ce que Kim Jong est pour la Corée du Nord. Vous savez, c'est le truc qui est au-dessus de tout, quoi. Le prophète de l'islam est pour les musulmans ce que Kim Jong est pour la Corée du Nord. Et non, à un moment, les gars, revenez, c'est des êtres humains, quoi. C'est des êtres humains, tout ça. Et donc, du calme. Croyez-moi, c'est pas la vraie version. D'accord, hypocrisie, tu peux ne pas croire. Encore une fois, moi, je suis pas là pour t'enlever ta religion, mais juste peut-être pour t'aider à évoluer dans tes croyances. Et ce qui est plus important, hypocrisie, c'est que tu œuvres pour toute l'humanité. Tu vois, moi, ce qui me fait mal et ce qui me fait peur, c'est quand, en fait, les gens œuvrent, mais juste pour une catégorie de personnes. Et souvent, vu que tout le monde est en compétition, contre les autres. Donc, ce qui est important pour être un humain qui fonctionne bien pour moi aujourd'hui, c'est œuvrer pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Et c'est possible. C'est possible. Vraiment. Ça veut dire prendre soin de la planète, parce que la planète, c'est pour toute l'humanité. Donc, prendre soin des écosystèmes de la planète. Ça veut dire prendre soin de toi, parce que toi, tu fais partie de l'humanité, et si toi, tu es malade, bah, c'est une part de l'humanité qui est malade. Et c'est prendre soin des autres. Parce que, les autres aussi, ils en font partie. Tu vois? Et au-delà de toute croyance, enlève la croyance, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, tant que ça fait pas de dégâts. Et j'ai envie de te dire, donc voilà, l'humanité avant tout. Et après, on peut se différencier, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, tu es invité à développer, à suivre ton cœur, à exprimer ton authenticité, à être qui tu es, mais une version qui est saine de toi, pas une version qui est pathologique ou qui est blessée. Et ça, je t'invite à découvrir ce que c'est, tu vois. Mais si ton dogme, il se met entre ça et toi, choisis-toi. Choisis-toi par le dogme. Vraiment, c'est le conseil que je te donne. Et si ce dogme, il t'aide, c'est bien. Mais quand il se met entre cette belle version de toi qui va œuvrer au bien de l'humanité et de la planète, vas-y. Ma copine vient d'arriver. Bonjour Lovely, you want to say hi? There's 24 people. Écologie, nouvelle religion. Non, l'écologie n'est pas une religion. L'écologie, c'est du bon sens en fait. On fait partie de la nature. Tu vois, ma peau, c'est la nature. Mon sang, c'est la nature. Donc en fait, prendre soin de la nature, c'est prendre soin de nous. Donc c'est pas une religion, c'est juste du bon sens. Il faut pas en faire une religion. Souvent c'est fait et c'est là que ça devient le problème. Et d'ailleurs ça peut même des fois devenir une religion qui est anti-humaine parce qu'on dit les humains c'est pas bien, la nature c'est mieux. C'est là que ça devient le problème. Mais non, l'écologie c'est tout simplement comment prendre soin de la nature et comment prendre soin de la nature, ça fait partie de comment prendre soin de nous. Donc s'il vous plaît les gens, arrêtons d'opposer les causes. Arrêtons d'opposer les causes. On a des problèmes sociaux, on a des problèmes écologiques, on a des problèmes économiques, on a des problèmes culturels, on a des problèmes politiques, on a des problèmes géopolitiques, on a des problèmes, lesquels j'ai oublié, peu importe, on s'en fout. Tous ces problèmes-là, ils sont tous interreliés, c'est les mêmes causes communes. Alors, voilà.
Tiens, Lovely, say hi, but everybody speak French. Bonjour. Je suis algérien, brésilienne et fière d'être musulmane. Ok, mais pourquoi pas fière d'être toi-même? Tu vois, pourquoi ne pas être fier d'être toi? Est-ce que si on t'enlève le dogme religieux, est-ce que tu es encore fier d'être toi? Ou est-ce que ta fierté, elle est conditionnelle à ce que tu appartiennes à ce dogme religieux? Tu comprends? C'est hyper important ce que je te dis, parce qu'il faut que ta fierté, elle soit propre à toi. Il ne faut pas qu'elle dépende de quelque chose d'extérieur. Et si c'est quelque chose d'extérieur, tu le choisis, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que l'avoir ou l'enlever, ça joue sur ta fierté. Tu comprends? Moi, en tout cas, comment je développe ma fierté, comment j'ai développé mon estime de moi et ma fierté, c'est en étant quelqu'un de bien. En étant quelqu'un de bien. Ou en essayant, en faisant mon mieux pour être quelqu'un de bien. Parce que des fois, je merde aussi. Je suis humain. Des fois, je suis pas parfait, quoi. Mais c'est un apprentissage, en fait. Être un humain bien, c'est un apprentissage. Et ça, rien que le fait de me donner corps et âme dans cet apprentissage, je trouve, moi, ça me rend fier. Ça me rend... et tu vois, j'ai pas besoin d'une religion pour être fier, du coup. C'est simplement parce que mes intentions, mes choix me conviennent. Ils remplissent mon cœur. Et ils ouvrent aussi, ils permettent d'avoir, comment dire, j'espère de laisser des traces positives. Tu vois, je serais fier de moi et de ma vie si, lors de mon dernier souffle, je regarde et je dis, bah, ok, j'ai pas été parfait, mais j'ai planté des graines. J'ai planté des graines qui sont belles, qui peuvent donner qui ont donné des beaux arbres. Moi, ça me va, ça, tu vois. C'est pas une religion, une croyance qui va me donner de ma fierté. C'est plus mes intentions et comment voilà, comment j'évolue. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Drag the puzzle piece into. Ok. Est-ce que quelqu'un m'a. J'ai eu une vérification. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont rapporté le live, si vous l'avez fait. C'est pas cool, parce qu'on dit, on n'est pas, pourtant on essaie vraiment de faire des belles choses ici. Mais si vous l'avez fait, c'est pas grave pour ceux qui l'ont fait. Mais oui, hypocrisie, mais je te pose la question. Si demain t'enlèves ton étiquette musulmane, est-ce que tu es toujours fier de toi? Est-ce que tu peux être fier de toi en tant qu'être humain? Est-ce que tu peux être fier de toi en tant qu'être humain? Et non pas en tant que Français ou... Tu vois, si moi j'ai besoin de la France pour être fier, et j'ai dû rater quelque chose. Tu vois, si je suis fier d'être Français, bah, non. Tu vois, je dois être fier en tant qu'être humain. Après, je peux apprécier mon pays, je peux apprécier ma religion, mais c'est de mon humanité que doit venir ma fierté. Non pas d'une construction sociale Alors, le style de livre que je lis, je vais vous donner quelques exemples. Je donne des livres qui sont enrichissants. Moi, j'ai trouvé enrichissant en tout cas. Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Donc ça, c'est un truc, c'est de la spiritualité. Eckhart Tolle, c'est quelqu'un qui a fait qui a des bonnes connaissances pour se reconnecter, pour sortir un petit peu du train-train et se reconnecter au moment présent et ce qu'on est vraiment en train de faire. Donc c'est un livre qui donne de bons conseils. Voilà, il fait pas de mal. Donc ça, c'est un livre qui sur mon chemin m'a apporté des trucs. Après, pareil, il faut jamais en faire une religion. Ça, c'est Gabor Maté. Gabor Maté, c'est quelqu'un qui travaille sur, donc c'est dans In the Realm of Hungry Ghost. C'est quelqu'un qui travaille sur le lien entre trauma et addiction. Super intéressant pour comprendre les addictions, notamment pas seulement aux drogues ou à l'alcool, mais aussi au pouvoir, à l'argent, au sexe et les traumas qu'il peut y avoir derrière.
À la recherche de soi, Stanislas Grof. C'est salut Mars. Alors vous voyez pas, hein, mais bon, je dis. Donc c'est Stanislas Grof, c'est un psychiatre spirituel qui a fait des livres notamment sur ce que les psychiatres traditionnels qualifient de maladie mentale, mais ce que lui comprend comme des émergences spirituelles et notamment des quêtes de soi, des reconnexions à soi. Humankind, c'est Rutger Bregman, c'est un livre qui démontre que l'humain n'est pas fondamentalement mauvais, mais plutôt dans son essence bon, qui vient un peu tordre le cou à cette idée qu'on est fondamentalement mauvais et que l'homme est mauvais. Vacuité, contemplation et jouissance de la matière, c'est de Christophe Alain. Là, c'est pour les gens qui sont ouverts à la spiritualité. C'est un clairvoyant qui raconte comment il a développé ses dons de clairvoyance. C'est super intéressant. Christophe Alain, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé moi dans ma quête de moi-même et ma quête de sens. Même si aujourd'hui je suis peut-être moins aligné avec ce qu'ils font. Ça a été quelqu'un qui sur mon parcours m'a beaucoup aidé. Deux livres aussi qui sont pas là, ils sont dans le sac parce que je les emmène toujours à la plage. Je suis en train de lire Guérir des traumas collectifs de Thomas Hubel et Le Beat de Normal de Gabor Maté. Donc voilà. J'ai pas lu Jacques Attali, mais je l'entends souvent. Je trouve que c'est quelqu'un qui est intéressant, mais je regrette que c'est bizarre. Il y a un côté éclairé chez lui, puis il y a un petit côté obscur aussi, et c'est dommage. Mais en même temps, s'il n'y avait pas ce petit côté obscur, je pense pas qu'il pourrait être dans les cercles du pouvoir tel qu'il est aujourd'hui. Voilà. En tout cas, j'ai pas lu ses livres. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, les commentaires arrivent un petit peu à leur fin et moi aussi, j'arrive à ma fin. C'est l'heure du dîner. donc, je vais vous laisser. Je vous remercie pour ceux qui sont venus, qui ont la patience de m'écouter. J'espère bientôt pouvoir faire monter certains de vous, qu'on puisse en parler de vive voix. On a plein de choses à apprendre les uns des autres. En attendant, quelles que soient vos croyances, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin les uns des autres, prenez bien soin de la planète sur laquelle on est. On en a vraiment, vraiment besoin. Donc voilà. Et la meilleure chose à faire, c'est de ne pas attendre que les autres fassent le premier pas, mais bien de le faire soi-même. Et surtout, on a besoin de pionniers qui le font aujourd'hui, parce que si on est dans l'attentisme, si on est tous dans l'attentisme, on est foutus. Voilà. En tout cas, voilà, je compte sur vous et à bientôt pour la suite des aventures. Prenez bien soin de vous et puis peut-être à plus tard sur un live, peut-être monter sur d'autres lives. On verra parce que c'est quand même addictif TikTok, mais c'est pas mal. C'est un bon moyen de communication. Thank you another day. It was a pleasure to the live show where English will be spoken. So I don't know. I have not defined yet my clearly the time zone, but I will do that. So I expect probably for 2 live in French, 1 live in English. Donc please follow and hopefully you will see if you look at my profile, all my posts are in English, so count for English. Salut Anto, je suis en train de fermer le live, mais ça fait plaisir de te voir. Et bientôt on va faire des lives ensemble. On va se coordonner avec Chris. Ouais, il y a du monde un peu. C'est cool, on va faire des choses bien. Franchement, j'ai hâte. Et ça, c'est vraiment un super outil pour discuter, partager des infos, se mettre d'accord parce qu'on en a besoin, vraiment besoin. Donc on va l'utiliser. Prenez bien soin de vue. Prenez bien soin de vue, c'est le lapsus. Je cherche des vues peut-être. Prenez bien soin de vous en tout cas. Ciao. Ouais, il faudra se caler sur les horaires. Je vais faire sûrement ces horaires-là. Moi, je peux soit tard le soir, tu vois, 9h chez vous. En été, ça va faire 3h du matin chez moi. Mais moi, je suis matinal. Mais donc, je vais peut-être pouvoir faire des 10, 11h le soir quand je suis très matinal si je me cale. Et puis, on va voir. En tout cas, j'officialiserai ça. Pour le moment, j'ai même pas encore toutes les options sur TikTok. Je peux même pas vous faire monter. Donc, on va déjà débloquer ça. Et puis, petit à petit, je vais voir comment ça marche et je vais définir des horaires plus précis. Prenez bien soin de vous. Ciao.